semaine, on a deux invités qui vont venir nous parler, en fait, d'un partenariat pour répondre aux défis de la crise climatique, mais également de la crainte au niveau des taxes douanières lors du pouvoir du passage de Trump. Et pour terminer, ben, on va faire la chronique d'Insolite avec Cricri. Alors, restez des nôtres parce qu'on commence à l'instant. Bonjour tout le monde, bonjour les invités. Salut Christian. J'anticipais le cri-cri. T'anticipais. C'est Cri-cri, c'est comme un criquet. Oui. Ça annonce la chaleur. Oui. Ça, je n'irais pas ça. Je déteste le froid. Hein? Hey, cette semaine, on a-tu de la programmation de ton côté? Non. Non? Non. OK. Je te parle d'actualité, par exemple. Oui, tu vas. OK. Tu as des choses à dire dans l'actualité? Un petit peu. Ouais? OK. On parlait, il y a quand même une collision impliquant un véhicule, une motoneige. Donc, le motoneigiste est décédé. Alors, ça, c'était sur la route 393 du chemin du lac Sauvage à Saint-Vital de Clermont. Alors, quand même, on invite les gens en motoneige avec la prudence quand même. C'est toujours ce temps-ci, hein? Puis on peut poser la question à nos invités. Faites-vous de la motoneige? À l'occasion. À l'occasion? Toi, Carole? Pas du tout. Non? Je vous les présente tout de suite après, là. Mais je parle avec eux, là. Sébastien, de la motoneige, est-ce que toi, tu vois, tu sais, quand on parle d'accidents comme ça, est-ce que tu vois, toi, quand tu te promènes, que les gens ont plus tendance à faire beaucoup de la course là-dedans ou à être... Non, je dirais que, comme ce qui a été mentionné en début de saison, c'est de reprendre l'habitude. Puis c'est aussi, j'imagine, les conducteurs qui ont un peu oublié qu'il y avait aussi ces motoneiges-là qui circulent à nouveau par les routes et les chemins. Donc, je crois que malheureusement, c'est triste que ça se passe en début de saison, mais c'est toujours le moment où on reprend l'habitude. C'est ça, c'est plate à dire, mais ça rappelle d'être prudent. Ben oui, hein? C'est un peu ça. Ensuite, le CI3S de l'Abitibi-Témiscamingue a procédé au lancement d'une vidéo le 6 décembre dernier dans le but de recruter des familles d'accueil dans la région. Alors, on est en un manque criant de familles d'accueil. Oui? On est un peu plus de 300 familles d'accueil dans la région et il y a pas loin de 600 jeunes de placés. Hey. Et c'est passé, c'est-à-dire qu'il manque de familles d'accueil encore. Là. Alors, le CI3S, il lance des petites campagnes de même pour... c'est quelque chose d'être famille d'accueil. Fait que, tu sais, alors... Oui, toi, tu as l'expérience de ça, là. Ça fait 30 ans. Mais pourquoi, toi, tu as décidé d'être famille d'accueil? Peut-être que ça va aider à des gens? C'était ça, justement. À un moment donné, j'avais déjà... en tout cas, j'avais déjà... Adolescent, j'étais avec ma conjointe. On était adolescents, on sortait ensemble. Et puis, à un moment donné, on avait vu ça, là, un petit gars qui était... Où elle allait garder une place. Puis le petit gars, il était vraiment... là. Fait que ça nous a comme bouleversé un peu. Fait que plus tard, on a eu nos enfants, puis tout ça. Puis à un moment donné, une opportunité s'est glissée. Fait qu'on a dit, on va l'essayer. On va l'essayer, puis écoute, on s'entend qu'il y en a eu des hauts et des bas, c'est pas évident, c'est pas facile, mais des fois, ça va à peine. Quand tu dis que le jeune il est allé au cégep, puis tout ça, tu sais, puis qu'à un moment donné, on te rappelle, puis il présente ses enfants, puis ils ont des bons postes, ils ont des bonnes positions, alors c'est quand même ça, c'est agréable, là, tu sais, quand tu dis, bon, ben, on a réussi quelque chose. Oui, c'est ça, c'est comme de la gratitude, là, c'est votre gratitude un peu. Ben, c'est ça qui fait notre paye, parce qu'au niveau salaire, c'est pas énorme. On n'est pas riche avec ça. Là. Non, ceux qui s'imaginent, là, non. Mais quand même... tu fais pas ça pour l'argent? Non, faut pas. Tu peux pas. Écoute, puis t'arrives, on s'entend que c'est pas des jeunes qui l'ont eu facile, qui arrivent en famille d'accueil. Hein. C'est des jeunes qui... ont un vécu difficile. Donc, il y a des règlements qui ne sont pas habitués, des choses, tu sais, alors c'est pas évident. Mais là, on a un manque criant de familles d'accueil, puis il y a de plus en plus d'enfants. Depuis la pandémie, c'est même pire. Il y a de plus en plus d'enfants qui demandent à être placés, là. Qui demandent? Bien, même eux autres, même des jeunes qui vont voir la DPJ eux autres mêmes, pour dire, je suis plus capable. Ben voyons donc. Oui, puis il y a des placements d'autres choses. En tout cas, c'est rock'n'roll. Bien, pour le fun, je ne sais pas si tu as pogné l'affaire de tel jeune
Des enfants, il y a même des enfants de 6 ans qui sont rendus qui appellent tel jeune parce que le jeune veut se suicider. 6 ans. On en est rendu là. Il y a vraiment... là. Il se passe de quoi dans la société? Oui, oui. Étiez-vous au courant qu'il y avait autant de jeunes? Non, j'aurais pas pu. Non, hein? C'est assez... Ouais, en fait, moi, j'ai pas les chiffres. J'ai pas... mais en même temps, de par le travail que je fais, on travaille au niveau des enjeux sociaux. Fait que c'est des éléments qu'on rencontre aussi, juste grands frères, grandes sœurs qui cherchent des gens pour accompagner des jeunes aussi. Fait que, évidemment, l'implication est toujours un peu problématique, que ce soit dans tous les secteurs. Puis évidemment, chercher des familles d'accueil, c'est un engagement, là, c'est pas quelque chose de ponctuel. Les dernières données que j'avais eues, c'est qu'on cherche des familles d'accueil où là, c'est le plus criant, c'est pour les adolescents, ou peut-être c'est un peu plus difficile aussi là, pour certains, mais ça ne m'étonne pas d'entendre ça. Wow. Fait que là, on va y aller avec une note plus positive. Les Comètes d'Amos qui ont quand même tout donné, puis une victoire face aux As de Noranda. Pour c'est le dernier match de 2024. Les Comètes d'Amos ont battu les As de Noranda 6-4. Les As de Noranda qui n'avaient pas perdu une seule partie depuis le début de la saison. Oh là là! Alors, ils ont battu le gros club. Là. Wow! Mais là, il était temps que tu parles des Comètes. Il me semble que tu n'as jamais parlé des Comètes. Non, je parle des Forestiers, je parle du Bécard. Oui. Mais là, j'ai eu un contact avec les Comètes. À partir de là, je vais en parler des Comètes. Bon! C'est pour ça, là, progressivement. Ben oui, c'est ça. Hein? C'est des contacts. C'est ça. Oui, t'en avais-tu d'autres? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Oui. Alors, au niveau de la programmation cette semaine, vous pouvez regarder Destination. Hein? C'est l'émission qui tourne en ce moment jusqu'au 25 décembre qu'on a des émissions parce que, tu sais, faire le tour de la MRC d'Abitibi, ça se fait pas là, c'est de même. Landrienne. Cette semaine, c'est Landrienne. Je veux pas me tromper, mais oui, c'est ça? Oui. OK. Bon, mais allez regarder. J'ai vu le teaser. Tu as vu le teaser? OK. Je t'écoute. Okay. Tu m'écoutes? Ben, wow. Je me sens choyée d'un coup. Là. Alors, Landrienne, la semaine prochaine, c'est Berry. Okay. Et tu sais que la semaine prochaine, c'est notre dernière de la saison. Donc, Berry, la semaine prochaine. Et la semaine de Noël, on termine avec Amos. Ah, OK. Donc, tu termines avec Amos. Oui, la cerise sur Sunday, je ne sais pas. Je dis ça de même, je dis rien, tu sais. Alors, c'est pas mal les émissions cette semaine. Puis la semaine prochaine, je parlerai de la programmation qui s'en vient en janvier pour vous préparer un peu à ce qui s'en vient en janvier parce que ça va être chaud malgré que c'est l'hiver. Oui, bien ça, avec les changements climatiques, c'est... c'est justement, oui, en parlant de changement climatique, on va aller voir notre première invitée, justement, Carole Boucher. Toi, tu es directrice générale de la Chambre. Je suis en train de mélanger les deux, de la Corporation de développement économique. Communautaire, excusez-moi, d'Amos. Oui. Puis en même temps, on va présenter Sébastien Richard. Toi, tu es deuxième vice-président de la Chambre de commerce de Val-d'Or. Mais tu as aussi un autre titre qui est le directeur général d'Abitibi Géophysique. Exact. On en parlera de ça. Ça m'intrigue. Avant toute chose, on va aller voir justement, Carole, il y a une nouvelle qui est sortie, une information qui est sortie dans les nouvelles dernièrement, suite justement à un partenariat pour répondre aux défis de la crise climatique. D'abord, j'aimerais que tu m'expliques un peu, c'est quoi ça? Absolument. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement est de plus en plus préoccupé par les impacts de ce qu'on appelle des crises climatiques, donc que ce soit, par exemple, les feux de forêt qu'on a vécus ou les pluies diluviennes, ou il y a des impacts sur la population. Donc, il y a des sommes qui ont été investies auprès notamment de différentes CDC pour porter des projets collectifs, pour voir comment on pouvait soutenir, donc le communautaire, comment on pouvait s'impliquer notamment dans ces éléments-là. Puis, les CDC ont été interpellés, tout le monde peut bien déposer le projet qu'il veut. Dans mon cas, moi, je ne suis pas une spécialiste des mesures d'urgence, puis je ne suis pas une spécialiste de la sécurité civile. Donc, je suis allée voir mes collaborateurs qui sont la MRC et la Ville d'Amos pour dire, il y a des fonds. Est-ce que ce serait pertinent pour nous? À partir du moment où on a quand même vécu des choses, tu sais, cet été, des alertes aux tornades. Et évidemment, ce qu'ils m'ont dit, c'est, il y a toujours place à amélioration. Si on peut bénéficier de ça, allons-y. Puis, oui, il y a des choses qu'on peut faire ensemble. Donc, ce qu'on souhaite faire à travers notre projet, c'est évidemment faire un bilan
quand on a eu à déployer des mesures d'urgence, qu'est-ce qu'on a rencontré comme enjeu? Puis comment les groupes communautaires pourraient s'investir pour répondre à ces enjeux-là? Puis évidemment, les mesures d'urgence, c'est très carré, c'est très militaire, c'est ça. Donc, puis il faut que ça soit comme ça. C'est la vie des gens qui en dépend. Il faut que ça fonctionne au quart de tour. Mais ils sont beaucoup dans, on a-tu un lieu? On a-tu quelque part pour les coucher? On a-tu des couvertures? On a-tu de la bouffe? On a-tu ci? On a-tu ça? Et tout le volet psychosocial, on l'a un peu à côté, pas tout à fait, un peu dans l'angle mort. Évidemment, il y a le CIS qui peut s'en occuper, qui est le Centre intégré santé et services sociaux, qui a une mission en ce sens-là. Mais il y a certains éléments, quand il y a eu les évacuations, notamment vers Val-d'Or en 2023, les feux de forêt, où là, il y a des choses qui ont fait, mon Dieu, tu sais, qui va gérer ça? Ils ont fait appel à des groupes communautaires, mais pour gérer des affaires à la pièce. Fait que là, nous, on s'est dit, on a de l'argent. On peut-tu regarder c'est quoi ces enjeux-là? Puis comment, nous, on peut travailler en amont avec les groupes communautaires pour voir où est-ce qu'ils peuvent s'investir. Donc, quand ça nous arrivera, on n'aura pas à chercher qui peut faire quoi, puis qui on peut demander pour répondre à quoi. On aura déjà identifié des partenaires, puis on saura où est-ce que les groupes communautaires peuvent s'investir, puis où est-ce qu'ils ne s'investiront pas pour essayer de faire ça le plus complet possible en termes de réponse. Évidemment, il y aura toujours des choses dans l'angle mort. On ne répondra pas à toutes, malgré les réflexions. Mais tu sais, je vous donne un exemple. Tu sais, les gens qui arrivent puis qui sont évacués, s'ils ont une dépendance, ils ne vont pas laisser leur dépendance à la porte, là. Non. Ils vont continuer à consommer. Donc, ces gens-là, s'ils sont dans un aréna, une école, bien, ça devient difficile de le gérer avec le collectif. Fait que comment on gère ça? Puis là, bien, tu sais, vous le savez, là, les gens, toute la préoccupation que la communauté a, puis là, bien, ils viennent porter des affaires pour soutenir. Fait que toute la générosité citoyenne devient hyper complexe à gérer aussi. Parce que là, toi, tu es dans les mesures d'urgence, accueillir ta population, la coucher, la loger, bon, pas dans, il y a plein de monde qui a emmené du linge puis des couvertes, puis là, je sais pas quoi faire avec ça, puis bon. Fait qu'il y a ces aspects-là. Tu sais, en fait, quand on parle des aspects psychosociaux, il y a des familles qui sont hébergées là, puis on parle des familles les plus vulnérables, hein, parce que si tu as un réseau, si tu as de l'argent, tu ne vas pas habiter dans un aréna ou une école. Tu vas te louer un chalet, tu vas partir en camping, tu vas aller chez des amis, mais tu n'iras pas là. Fait que c'est les clientèles les plus vulnérables qui sont là. Fait qu'évidemment, c'est ces personnes-là qu'on souhaite soutenir, puis c'est ces personnes-là à qui on s'adresse. Puis là, ben, en parlant à notre monde, on s'est dit, OK, il n'y a pas juste l'intervention, mais il y a le avant, en prévention. Est-ce qu'on a identifié nos clientèles vulnérables? Si tu as des gens qui sont à mobilité réduite sur ton territoire, tu le sais-tu? Ah, ben oui. As-tu le transport en conséquence? Ouais. Si tu as des agriculteurs qui doivent déplacer du bétail... Il n'y a pas de listing pour ça, là? Bien, il y en a. Ah! C'est ça qu'on fait. Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui n'existe pas? C'est quoi les enjeux? Puis là, on nous dit, bien, nos élus sont très, très bons pour parler aux médias, mais ils ne sont pas formés pour s'adresser à une population qui est en situation de crise puis qui est vulnérable. Puis, tu sais, je veux dire, quand il y a des évacuations, là, puis c'est ta population qui est évacuée comme maire, toi aussi, tu es évacué, là. Oui. Fait que toi aussi, ça se peut que tu vives des affaires un peu difficiles. C'est ça. Mais c'est toi qui as encore la job de répondre à cette population-là puis soutenir la population. Fait que finalement, ça s'est élargi un peu au fil des discussions. On verra jusqu'où ça va aller. Mais tu sais, il y a un soutien peut-être à apporter aux élus. On verra c'est quoi leurs enjeux. Il y a des arrimages à faire aussi avec le CIS, qui, lui, a déjà un volet psychosocial. Fait que dans quoi il intervient, dans quoi les groupes peuvent intervenir. Tu sais, par exemple, les familles, tu sais, sont là, je pense, entre autres, le Belle-sur-Quévillon qui était à sanitaire, je pense, 28 jours. Oui. Tu sais, à un moment donné, les familles, là, ils ont peur de tout perdre. Il y a un stress qui s'installe. Tu essaies de gérer tes assurances, puis ton assurance chômage. Puis là, ben tes enfants sont durs à gérer parce qu'ils sont tannés d'être à l'aréna. Puis, mais tu sais, qui s'occupe de ces enfants-là? Fait que là, ben c'est comme, on peut-tu demander à la Maison de la famille s'ils peuvent faire des ateliers, quelque chose, soutenir les familles? Bien, ça, nous, on veut le prévoir d'avance. Puis quand ça arrive, être capable de dire, ben nous, la Maison de la famille, c'est ça qu'elle fait. Puis le Centre de prévention suicide, c'est ça. Puis la CDC, c'est ça. Puis dépendamment de quoi on a besoin, ben là, on interpelle les bons acteurs. Tu dis, parce que moi, je viens de sanitaire. Ouais. Et puis ça s'est fait, tout ça, mais à la dernière minute, la Maison de la famille se sont revirés de bord sur Indicène, le manoir Universo. C'est ça, tout le monde se revirait sur Indicène. Il n'y avait aucune préparation. C'est vrai que c'est pas bête. Bien, puis en fait, quand on a appelé la ville, la MRC, puis même on a communiqué avec une firme spécialiste en mesures d'urgence, puis ils nous ont dit, écoutez, ça fait partie des choses qu'on doit faire, de voir comment le milieu communautaire peut s'investir. Mais on n'a jamais le temps de le faire. Fait que là, il arrive des mesures d'urgence, puis là, tout le monde ne dort pas pendant 108 heures et plus, puis là, tout le monde gère ça. Puis là, quand la crise est terminée, tout le monde s'en retourne chez eux, essaie de reprendre un peu de sommeil, puis là, ben c'est le quotidien qui nous rattrape. Puis là, on s'est dit, mon Dieu, on n'a pas encore eu le temps de penser, mais à un moment donné, on va le faire. Puis là, il arrive quelque chose d'autre, puis on ne l'a pas encore fait. Donc là, c'est l'opportunité qu'on se donne de réfléchir ensemble. Puis la chance qu'on a à Amos, c'est que nos réseaux sont faits. Tu sais, il y a des CDC qui doivent travailler sur l'établissement de ces réseaux-là. Nous, là, on est habitués de travailler ensemble.
Fait qu'on n'a pas commencé à créer des liens puis voir qui fait quoi. On se connaît. Fait que c'est comme, OK, parfait, on sait qui appartient à quoi, on se connaît, on est habitué de travailler ensemble. Fait qu'on est déjà dans des bilans. Fait que là, évidemment, vous comprenez qu'on a communiqué avec la Ville de Val-d'Or, on a communiqué avec les différents intervenants qui ont géré ça, des intervenants qui ont géré des maisons d'urgence chez nous aussi, pour voir c'est quoi le bilan, c'est quoi les enjeux. Après ça, on verra ce que nous, on voit aussi, parce qu'on a communiqué avec différentes municipalités pour discuter de le plan d'urgence. Puis on sait que les plans d'urgence, quand tu es la Ville d'Amos, tu as beaucoup plus de staff autour pour réussir à mettre ça en place, à la réfléchir, que quand tu es dans une petite municipalité. Évacuer Amos puis évacuer Quévillon, ça aurait été deux choses complètement différentes. Puis en fait, mettre en place des mesures d'urgence quand tu es à Amos, puis que tu as beaucoup de staff, puis que tu as beaucoup de ressources, versus, je sais pas moi, Saint-Mathieu, Saint-Marc, nos petites municipalités environnantes, les moyens ne sont pas les mêmes. Puis le nombre de personnes qui peuvent agir, tu sais, dire, toi, tu t'occupes de recevoir les gens, toi, tu t'occupes de faire le tour pour être sûr que tout le monde est parti, ou toi, tu... On n'a pas le même nombre de monde. Il y a un aspect aussi d'agriculture également. Là. Donc, il n'y a pas juste des humains qu'il faut traiter là-dedans. Il y a des animaux qui... Tu sais, on en a vu, là. Il y en a eu là, des cas de perte d'animaux. Puis on s'entend qu'à la Belle-sur-Quévillon, il n'y a pas de ferme autour. Là. C'est vraiment juste une couple de chevaux. Juste des humains. Et des chevaux. Puis des chevaux, puis des petits animaux de compagnie. Des petits animaux de compagnie. Mais c'est vrai qu'autour d'Amos, autour de Saint-Mathieu... C'est très agricultural. C'est vrai. Fait que c'est tout ça qu'il faut réfléchir. Puis tu sais, en fait, ce qu'ils nous disent, c'est, on a déjà des listes, mais qui sont peut-être pas si complètes que ça. Puis en même temps, même si tu as une liste, qui s'occupe d'appeler, qui s'occupe de vérifier qui a besoin de quoi. Fait que c'est un peu tout ça qu'on essaie de voir. Puis tu sais, même les municipalités, tu sais, c'est comme, mais là, on a réfléchi à ça, mais on se rend compte qu'il manque un petit bout de réflexion. Mais ça, c'était pas dans mon projet, mais tu sais, ça permet au monde de réfléchir un peu plus loin. Puis initialement, tu sais, je travaillais avec la MRC, la Ville d'Amos. Mais tu sais, ce qui est intéressant, en fait, quand notre projet a été déposé, ce qui est intéressant, c'est que tout ça est exportable. Puis là, on a parlé à la Ville de Val-d'Or qui dit oui, on va vous accueillir, mais on a aussi nommé le fait que nos outils étaient exportables. Fait que moi, quand je vais créer des protocoles de collaboration, si, par exemple, Val-d'Or me dit j'aimerais savoir les protocoles, voir qui vous avez contacté chez vous, qui fait quoi, parfait. Mais là, tu parles justement d'exportable et tout ça, mais Val-d'Or, tu sais, on peut peut-être, Sébastien, tu peux répondre là-dessus. Est-ce qu'il y a une CDC à Val-d'Or? Moi, je n'ai pas cette information-là, malheureusement. Il n'en a pas. Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a une seule CDC en Abitibi? On est 2. Vous êtes 2? Et bientôt 3. OK. Donc, il y a la CDC d'Amos qui, elle, est là depuis les années 90. CDC Témiscamingue qui a vu le jour au cours des dernières années. Là, quand même, je suis arrivée à Amos. Ça fait qu'après 2010. Et là, on est en train... la CDC d'Amos, en fait, accompagne une CDC en devenir à Rouyn-Noranda. Fait qu'il reste... Vallée-de-l'Or en a pas et Abitibi-Ouest en a pas. Rouyn-Noranda en aura bientôt. Peux-tu me dire pourquoi que la CDC s'est créée? C'était dans quel objectif? Là, les CDC se créent à la demande des groupes communautaires parce qu'on a un regroupement d'organismes communautaires. Okay. Mais en fait, ma job à moi, c'est pas de travailler essentiellement sur les besoins de mes groupes communautaires, c'est de travailler sur les enjeux de développement social du territoire à partir d'un point de vue communautaire et à partir des ressources communautaires. Fait que, tu sais, la CDC, là, elle a plus d'une trentaine de membres. On travaille avec près de 80 partenaires différents. Fait qu'on comprend qu'on travaille plus largement qu'avec des groupes communautaires. Ouais. Donc, dans les années 90, les groupes communautaires à Amos avaient un enjeu de locaux accessibles. Et là, la Ville a cédé l'ancien bâtiment qui était antérieurement à la bibliothèque, qui est le centre Goyette-Ruelle. Et là, les groupes ont dit, c'est le fun qu'on ait ce bâtiment-là maintenant pour répondre à nos besoins de logement, mais ça prend quelqu'un pour le gérer. Qui va gérer ça? Et c'est là où la CDC a été mise en place à l'initiative des groupes communautaires. Fait que c'est vraiment ça. Il n'y a pas de partenaire qui pourrait dire « Moi, je veux une CDC, parfait, on en met une en place. » Il faut que ce soit une initiative communautaire des groupes communautaires du territoire. Puis juste pour en revenir au sujet principal, parce que là, on a parlé des feux de forêt, mais il y a eu une pandémie. Là, vous êtes en train de préparer sur différents plans de catastrophes, des choses qu'on a eues et des là, choses on est vraiment socio-climatique. Mais tu sais, je vous dirais, pendant la pandémie, ce que le gouvernement nous a dit, c'est wow, les groupes communautaires ont été très, très agiles pour répondre rapidement à des trous de service. Vous êtes bons. Tu sais, par exemple, là, la personne de 70 ans qui devait demeurer chez elle ou la maman monoparentale qui n'a pas de carte de crédit, qui ne peut pas aller faire son épicerie parce qu'on ne va pas la laisser rentrer. C'était ça, hein, si on se rappelle bien. Donc, les groupes communautaires, c'est comme, OK, là, on a du monde de même là, qui n'ont pas de carte de crédit, ne peuvent pas faire une épicerie en ligne, ne peuvent pas y aller. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est les groupes communautaires qui se sont mis ensemble,
On a rendu disponibles différentes ressources. On a mis en place des protocoles. Mon adjointe administrative à la CDC allait faire l'épicerie. L'accueil gérait ceux qui ne pouvaient pas faire l'épicerie. C'est ça. Fait qu'on s'est organisé. Ça a été ça à Amos, mais ça a été ça à grandeur du Québec. Est-ce que vous, excuse-moi de te couper, mais est-ce que c'est vous qui redistribuez, dans le fond, l'information? Vous êtes comme le poste général, les besoins arrivent, puis vous avez comme cartographié l'écosystème, puis vous êtes capable de dire, voici le groupe à lequel vous devriez vous adresser pour telle demande. Est-ce que vous devenez comme un peu celui qui chapeaute tous les organismes communautaires? On le devient. En fait, là, les groupes communautaires ne sont pas sous ma responsabilité, ne sont pas sous mon égide, ils sont membres chez nous, puis moi, je me positionne en exécutante. Ah, OK. C'est eux autres qui décident de mon plan d'action puis ce qu'on fait. Okay. Par contre, selon évidemment... les enjeux et les besoins. Oui, des groupes communautaires sur ce qu'ils observent sur le territoire. Par contre, tu sais, quand on a fêté notre 25e, on a demandé aux partenaires qu'est-ce que ça donne d'avoir une CDC sur le territoire. Puis ils nous ont dit la CDC, c'est l'ange gardien de la vision globale du développement social. Fait que c'est devenu par la bande un peu notre rôle. Donc, quand il y a des groupes communautaires qui vont pas bien ou quand il y a des enjeux particuliers, ou là, c'est sûr qu'on reçoit un téléphone. C'est un enjeu plus grand que tout le monde, là. Par exemple, l'itinérance. Par exemple, l'itinérance. Par exemple, le logement. Par exemple, le transport. Tu sais, ceux pour qui on arrive difficilement à mettre en place des éléments structurants, bien, moi, ce que je dis toujours, c'est quand c'est plus grand que toi, que tout seul, tu n'y arrives pas, ça devient un enjeu qu'on peut collectiviser. Okay. Puis on va regarder à la gang si on va y arriver. Puis quand on regarde à la gang, c'est comme, bien, toi, tout seul, tu n'y arrives pas, mais qu'est-ce que tu peux mettre à profit pour qu'on y arrive? Bien, moi, je peux faire ça, puis moi, je pourrais ça. Puis, tu sais, mettons, j'ai 3000. Fait que vous chapeautez ouais. On chapeaute beaucoup de choses. Mais on chapeaute beaucoup de choses à la demande des partenaires. Mais tu sais, mettons, là, moi, j'ai 3000 $ sur un projet, on s'entend, je n'irai pas loin que ça. Mais si j'ai 3000, tu as 3000, tu as 3000, tu as 3000, puis j'ai peu de ressources humaines, mais je suis capable de mettre 2-3 heures, puis toi, 2-3 heures, ben, on finit par faire quelque chose d'assez structurant. Ben oui. C'est un peu le pari qu'on fait. Fait qu'évidemment, c'est un peu comme ça qu'on a travaillé aussi pour l'enjeu qui est là. Parce que, tu sais, je veux dire, là, il arrive une tornade, les gens manquent d'électricité, les chemins sont barrés, il faut évacuer du monde, un feu. Moi, je m'inscris comme un joueur. Puis ce que je dis à mes partenaires, c'est moi, là, j'ai aucune expertise en sécurité civile. Aucune. Mais j'ai une expertise en concertation, par exemple. OK. Fait que le fait de travailler ensemble, de poursuivre des objectifs communs, d'atteindre nos objectifs, de définir le plan de match, de faire les devoirs nécessaires pour qu'on arrive ensemble à réaliser notre plan de match, ça, c'est ma job. Fait que nous autres, là, on colle les rencontres, on fait le compte-rendu, on s'occupe de la logistique, on fait les devoirs, là, on fait le bilan, on rencontre tout le monde, on met ça par écrit, on remet ça à notre gang, au comité de pilotage. Fait que moi, je dis toujours, une CDC, c'est l'élément facilitateur pour réussir à atteindre des objectifs collectifs. Mais tout ça, je ne vais pas y arriver, là. Mais vous êtes également le représentant auprès du gouvernement. Tu sais, parce que c'est vous autres qui allez au gouvernement pour dire on a des besoins, puis mettez l'argent sur la table. Là, je vais essayer de t'expliquer la structure simplement. Moi, j'ai une CDC locale. Mais au-dessus de moi, il y a ce qui s'appelle une table nationale des CDC qui, elle, regroupe les 70 CDC. Fait que si on est 70 CDC à dire, hey, là, on a un enjeu majeur par rapport à ça, puis tout le monde fait oui, chez nous aussi, chez nous aussi, chez nous aussi. Bien évidemment, j'ai une table nationale des CDC qui va aller en haut puis qui va dire, hey, le gouvernement, là, il y a des enjeux majeurs. Donc, une CDC, en fait, moi, quand je travaille sur le logement, je ne travaille pas sur le logement privé. Je travaille sur le logement hors marché pour les gens en situation de vulnérabilité. Donc, plus social. Oui. Fait que toutes les CDC ont, de façon transversale, lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Puis c'est pour ça que notre projet s'adresse aux gens en situation de vulnérabilité. Tu sais, si tu as des sous, là, puis tu es capable de te louer un chalet puis de partir, tu sais, je veux dire, Kévion, quand il a été évacué, il y a du monde qui sont achetés des roulottes puis ont décidé de commencer à faire du camping, tu sais, c'est ça. Puis c'est correct. Mais il y a d'autres mondes qui se sont retrouvés dans les arénas, mais c'est eux ma clientèle cible. Toujours. Puis c'est généralement ces gens-là aussi qu'on retrouve dans les groupes communautaires, puis qui sont soutenus par les groupes communautaires. Fait que, tu sais, il y a eu aussi des belles initiatives au Québec. Tu sais, je pense entre autres Chibougamau, quand il a été évacué vers le lac Saint-Jean, il y a des groupes communautaires là-bas qui ont dit, bien là, toi, tu arrives avec ta population évacuée, mais moi, je suis une maison de la famille comme toi, ou je suis une maison de jeunes comme toi. Je te cède une partie de mes locaux. Si tu veux recevoir ta gang chez nous, puis continuer à les soutenir, go for it. On te prête nos structures. Fait que c'est tout ça qu'on va recenser, les enjeux. Puis aussi, tu sais, bien, localement, on a vécu des enjeux, mais on a apporté des réponses intéressantes aussi, puis on a été créatifs. Tu sais, t'as pas le choix, là. Quand c'est là, il faut apporter une réponse. On ne sait pas quoi faire avec, c'est tout de suite. Fait que là, on va faire les bilans de ça aussi. C'est quoi les réponses créatives qu'on a apportées? Qu'est-ce qui a bien marché? Puis évidemment, il y a peut-être des choses qui ont moins bien marché. Ça aussi, on veut le savoir. Pour se doter d'un plan de match chez nous, qui va être intéressant, qui va être prêt.
puis qui va être le plus complet possible. Mais comme je vous dis, il y a toujours des affaires qui vont rester dans l'angle mort. Ça. Fait que ça, on est Ville-d'Amos, MRC, on a une municipalité qui travaille avec nous. Puis nous, on leur dit toujours, tu sais, moi, je veux travailler avec toi, mais mon objectif, c'est pas d'évaluer ton plan d'urgence. Parce que, tu sais, des fois, ils nous disent, ouais, mais il reste des affaires à faire, là, on n'a pas... Moi, je veux pas regarder si c'est correct. Je veux juste réfléchir avec toi, voir où est-ce qu'on peut aller plus loin, puis dans tes réflexions, quels sont les enjeux que tu as rencontrés, puis voir comment on peut y pallier. Fait qu'évidemment, le bottin qu'on va faire pour dire, bien, c'est quoi les ressources qui sont disponibles? Tu sais, l'autre question qu'on avait, c'est, ouais, mais là, je veux dire, tu sais, un peu comme tu disais, moi, je la connais pas, la maison de la famille, j'ai un besoin, je suis pas sûre que je le sais que c'est elle qu'il faut que j'appelle, ou le CPS, ou l'accueil, ou je sais pas quoi. Comment on fait? Fait que là, ce qu'on a convenu, c'est, bien, la CDC sera le point de chute. Tu as un enjeu que tu penses qu'il peut s'adresser au communautaire, tu m'appelles. Donc, je serai la personne qui t'appellera à 3 heures du matin en cas d'urgence. Et là, moi, je verrai à identifier qui j'appelle pour répondre à ton besoin. Fait qu'évidemment, la CDC reste structurante parce qu'on sait qu'il y a un taux de roulement quand même assez important dans les groupes communautaires. Puis là, bien, c'est aussi la question de dire comment on va s'assurer, parce que quand tu es dans un plan d'urgence, là, je veux dire, quand la personne t'appelle à 3 heures, parce que ça attend que tu saches que tu as un rôle puis que tu saches ce que tu as à faire. Pas, tu m'appelles pour faire ça. Je savais même pas que c'est nous autres qui faisaient ça. Ouais. Mais comme CDC, moi, quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent à la direction, je les rencontre. Allô, bienvenue dans le communautaire. Voici les enjeux de territoire. Est-ce que tu savais que tu fais partie du plan d'urgence puis que ton organisme a ça, ça, ça? Puis si la personne, elle me dit, mon Dieu, je suis nouvellement directrice, j'ai aucune idée, mais attends, j'arrive. Bien là, on va juste regarder pour ne pas les nommer. Le temps qu'ils s'organisent puis que la personne arrive en poste. Mais ça, c'est, tu sais, ce que la Ville nous disait, c'est que c'est très structurant d'être capable de compter sur un organisme comme ça qui va faire le bout, où on va s'assurer qu'on le fait là, c'est à jour, mais que ça reste à jour dans 2 ans. C'est intéressant ce que tu apportes. Puis, tu sais, je pense qu'il y a vraiment un besoin qui est là, un besoin criant. On l'a vu lors, 1, de la pandémie, 2, des feux de forêt. Donc, et on le voit qu'il y a le changement climatique qui se fait. Il arrive de plus en plus de situations qui peuvent amener certaines difficultés à des gens. Là, vous avez eu, vous autres, là, 225 000 pour réaliser ce plan-là. Ouais. Ça, c'est juste la CDC d'Amos Oui. qui a eu ça. Parce que les 69 autres ont eu de l'argent aussi. En fait, on est 20 CDC à avoir déposé un projet. C'est 20? Ouais. Ah, seulement? Ah, En fait, le fonds était disponible. Donc là, ils ont dit aux CDC, celles qui veulent déposer, faites-le. Évidemment, il y a des CDC qui ont dit, moi, je ne suis pas rendu là. J'embarque pas là-dedans. C'est ça. Puis donc, une vingtaine de CDC qui ont déposé. Nous, ces sommes-là, elles sont entièrement dédiées à ce projet-là. On a une chargée de projet là-dessus aussi. Donc, il y a aussi une firme avec laquelle on va travailler parce que moi, là, je pensais que c'était très facile, les mesures d'urgence. Moi, je me disais, on va regarder c'est quoi les enjeux, on va identifier des groupes communautaires, puis vous les appellerez si vous avez besoin. Là, ils m'ont dit un instant, madame, c'est plus compliqué que ça, les mesures d'urgence. C'est-à-dire, c'est comme un jeu d'échecs. Si tu bouges un pion, ça va peut-être en faire bouger un autre. Puis là, bien, il faut que ça s'arrime, là, toutes les missions de tout le monde, là, parce que tout le monde a ce qu'ils appellent des missions. Fait que là, il faut que ça s'arrime. Fait que là, on va aussi travailler avec une firme qui est spécialiste pour s'assurer que tout ça s'arrime bien. Puis que ça fonctionne quand on va être en déploiement, parce qu'il ne faut pas juste que ça passe le test théorique, il faut que ça passe le test de la réalité. Mais aussi la création d'outils. Notamment, on sait que notre population, 58 n'a pas le niveau 3 de littératie. Fait que si je fais un document de 40 pages pour lui dire quoi amener s'ils sont évacués, ça se peut qu'ils ne le lisent pas. Là. Fait que comment je peux faire pour faire des outils accessibles par ceux qui ont un niveau de littératie moins élevé? Il y a l'immigration qui constitue des enjeux aussi au niveau de la barrière de la langue. Donc, on a-tu bien identifié? On a-tu fait des outils pour ces gens-là aussi? Fait que c'est ça. Fait que différents outils. Beaucoup de réflexions autour de cette table de concertation. Absolument. Là, on a un petit peu de retard dans la livraison, mais c'est ça, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de réflexions puis beaucoup d'éléments que nous, on n'avait pas identifiés, qu'on fait « Oh, il faudrait peut-être penser à ça. Oh, il faudrait peut-être faire ça. » Mais c'est très motivant parce que c'est tous des éléments qui répondraient à des besoins puis qui sont très structurants pour le territoire. Hey, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur le sujet. Et d'ailleurs, c'est ce qui va me rebondir sur Sébastien, pas sur toi quand même, Sébastien, là, mais vers toi, tout de suite après la pause, parce que on sait que, ces situations précaires-là, de vulnérabilité, de familles vulnérables, c'est pas juste des gens qui sont issus de la pauvreté qui le sont, mais des gens
dans la classe moyenne pourraient également en faire partie, surtout si, pas de si, mais surtout s'il y a un plan diabolique qui va se faire en janvier. Mais Puis ouais. c'est ça qu'on va, Mais parler tout de suite ça, après la c'est pause. juste la seule chose que je voulais conclure, là, c'est que je trouve ça intéressant parce que là, vous ne voyez pas le problème de groupe. Vous voyez le problème à l'individualité. Ouais. C'est ça que je trouve intéressant. Parce qu'on dit, on déplace un groupe, mais le groupe, il y a des individus. Absolument. Exact. Oui, Absolument. Puis, tu sais, il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas nécessairement qui ont été rencontrées. Donc, c'est une malchance, mais en même temps, une chance. On va pouvoir, en fait, regarder ce qui s'est fait ailleurs puis s'en inspirer. Heureusement qu'on vous a. Merci pour le travail que vous faites. Ça nous fait Alors, tout de plaisir. suite après la pause, on rencontre Sébastien Richard qui va venir nous parler justement du pouvoir de Trump. Qu'est-ce que Trump là, mijote là, ou cogite d'ici janvier? À tout de suite. Alors, de retour de la pause, et maintenant, on s'entretient avec Sébastien Richard. Toi, tu es deuxième président de la Chambre de commerce de Val-d'Or. Président. Deuxième président, c'est ça. Hein, c'est bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Hein? C'est pas grave. T'aimerais-tu ça quand même? Ah, n'importe quel titre, c'est pas important. Alors, je me répète, deuxième vice-président de la Chambre de commerce de Val-d'Or, mais tu es également directeur général d'Abitibi Géophysique. Ça mange quoi dans la vie, ça, de la géophysique? Dans le fond, on est une entreprise en exploration minière. Donc, nous, on fait, par des méthodes géophysiques, des interventions sur les propriétés de nos clients pour aller sonder les métaux, par exemple. J'essaie de simplifier au maximum. Là. C'est assez complexe comme science, mais pour aller faire des sondages pour déterminer où il y aurait des anomalies, par exemple, pour faire des sites de forage. Ah, OK. Donc, nous, on est les premiers à arriver, en fait, sur les propriétés de nos clients pour faire les travaux qui nous sont demandés. Puis, suite à ça, c'est comme ça que les clients vont poursuivre dans leur exploration sur leur propriété avec le forage que les gens connaissent un petit peu plus en Abitibi traditionnel, là, avec les équipements que vous voyez, que vous connaissez, que vous avez probablement tous de la famille qui a déjà... Ah, ben oui, hein. Si on ne connaît pas une personne qui travaille dans une mine, là, en Abitibi, là, c'est parce qu'on ne vient pas d'ici. Dans le fond, nous, on travaille partout dans le monde, principalement au Canada. OK. Mais nos projets se déploient partout dans le monde actuellement. OK, donc vous avez, c'est quoi, des consultants un peu partout? Nous, on a dans le fond, c'est ça qui est un peu intéressant et qui est différent de notre entreprise, c'est qu'on a comme je vais essayer de ramener ça un peu à la construction parce que c'est plus facile, les gens sont plus familiers. Là. Mais on a un service de génie, si on veut. Là. OK. On a l'équivalent de nos ingénieurs qui sont des géophysiciens. OK. Eux qui interprètent, dans le fond, les résultats qu'on va leur donner, là, le data qu'on appelle dans le jargon, qui provient du terrain. Puis, qui vont émettre le rapport qui va identifier les cibles et qui va parler de c'est quoi qu'on a fait comme intervention sur leur propriété. Mais en même temps, on est aussi une entreprise de service qui réalise les levées terrain. Donc, c'est comme si vous aviez une firme de génie qui construirait le pont eux-mêmes. Ah oui. Je vais faire une image comme ça. Uh-huh. Puis la géophysique, dans le fond, nous, pour simplifier aussi, essayer de comprendre c'est quoi, on va prendre un exemple peut-être du domaine de la santé. C'est comme si on faisait une radiographie du sol. C'est comme si on avait un scan, dans le fond. Fait que nous, on vient, c'est les mêmes technologies d'une certaine façon. C'est juste, on n'a pas un scan comme à l'hôpital, comme vous imaginez, mais on va venir, dans le fond, scanner le sous-sol. Puis, de par nos méthodes, là, on est capable de voir de la surface là, presque 1 kilomètre de profondeur. Donc, ça permet de... C'est pour ça qu'il y a des places qui, à un moment donné, on avait arrêté de forer, puis là, on leur recommence parce qu'à cette heure, ils peuvent aller plus loin. En fait, c'est de la façon dont c'est fait le marché de l'exploration au Canada. C'est que tu es obligé de faire des travaux d'exploration si tu veux conserver tes propriétés. Donc, c'est ça qui fait que ça stimule continuellement l'exploration puis que ça vient permettre de peaufiner les connaissances qu'on a de notre territoire. C'est sûr qu'au Canada, on est un pays qui en a fait beaucoup, beaucoup de géophysique et de forage traditionnel en exploration, surtout ici. Là, c'est très, très, très connu là, ce qui se passe en Abitibi depuis une centaine d'années. Là, on est une des régions les plus prolifiques dans le monde pour l'industrie minière en général et l'exploration aussi.
Mais on a d'autres pays dans lesquels on fait affaire qui ont fait très peu de géophysique. Donc, c'est la base avant de pouvoir commencer à cartographier le territoire, c'est d'avoir des cartes de différentes OK, mais natures. une question de même. Êtes-vous appelé juste pour les mines ou il y a d'autres... On travaille rarement pour une mine, nous. Parce que oui. nous, on travaille avant qu'il y ait une mine. OK. Donc, C'est de s'assurer et de voir la viabilité du sous-sol pour voir, pourrait-on avoir une mine à cet endroit-là? pour parler de la géophysique, on n'est pas là du tout. Là. Non? T'sais, on n'a pas assez d'informations qu'on pourrait dire voici une potentielle mine. Nous, on vient orienter. C'est comme si, si vous aviez une trace de cancer. On ne peut pas vous ouvrir le corps au complet pour essayer de voir il est où le cancer. Nous, on peut vous dire que vous avez le cancer. Après ça, il faut continuer. Là, je sais que l'image est un peu morbide, là, mais c'est quand même ça l'image. On a besoin d'images pour comprendre. C'est ça. Fait que nous, on est le premier intervenant qui vient établir il y a quelque chose d'intéressant ici qu'on vous suggère d'approfondir dans vos connaissances. Donc, c'est ce qu'on fait comme Vous ne comme trouvez travail. pas des squelettes? Puis des... On peut. Il y a de la géophysique, ça peut servir pour plein de choses. Hein. De la géophysique, tu peux aussi t'en servir des méthodes géophysiques pour l'archéologie. Tu peux t'en servir quand tu cherches de l'eau. Il y a beaucoup de pays en Afrique qui font beaucoup de géophysique pour trouver de l'eau. C'est une science qui continue aussi de s'améliorer puis de sans cesse repousser les limites de ce qu'elle peut faire. Donc, il y a des plages, ils ont trouvé des espèces de pyramides avec des... c'est de la géophysique. Oui, c'est ça. C'est des méthodes géophysiques qui ont servi à découvrir, dans le fond, parce que sous terre, dans le fond, c'est des méthodes électriques ou magnétiques. Donc, c'est comme ça qu'ils vont... oui, c'est ça. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, ils cherchaient les sous-marins avec des méthodes géophysiques. OK. Et justement, en parlant de géophysique, qui peut amener à découvrir plein de choses, si on s'en va vers ce qui est sorti du communiqué de presse de la Fédération des chambres de commerce du Québec, et d'ailleurs, la Chambre de commerce de Val-d'Or a fait du pouce là-dessus, justement, pour lever... Dans la géophysique, là. Ben, tu sais, la géophysique, on arrive vers ça, là, parce que ça va venir atteindre, veut pas, les craintes que Trump, quand il va rentrer au pouvoir, a décidé que lui, regarde, on va taxer tous les pays. Je pensais qu'il y avait un deuxième chapeau. Ben oui, il y a deux chapeaux. Il y a deux chapeaux, puis lui, il fait partie justement de l'avant de ce qui peut se produire au niveau des mines, qui est la matière première ici, une des matières premières en Abitibi, qui pourrait venir affecter justement les matières premières. Le fait que Trump mette une taxe de 25 douanière, entre autres, sur les matières premières. Fait que donc, la Chambre de commerce a fait du pouce là-dessus. C'est quoi les craintes? Parce que vous savez, la Fédération a sorti un sondage, a sondé les entreprises. Qu'est-ce qui en est sorti de ça? En fait, c'est comme la dernière fois qu'il a été élu. C'est sûr qu'il y a une politique très protectionniste. De toute façon, on voyait déjà dans tous les cas que peu importe si ça avait été républicain ou démocrate, c'était l'intention américaine d'y aller avec plus de protectionnisme pour renforcer leur économie. Les Américains ont leur défi à eux aussi. C'est facile de simplement leur dire qu'on les trouve les grands méchants loups de nous imposer des taxes, mais ils ont une économie à faire grandir aussi, puis ils ont leurs citoyens aussi dans lesquels ils ont des emplois précaires aussi. Fait que j'imagine que la stratégie, c'est vraiment de juste se mettre tous les outils dans leur poche pour favoriser leur propre économie. Donc, c'est sûr que pour n'importe quelle entreprise québécoise qui exporte vers les États-Unis, c'est un enjeu qui est majeur. De notre côté, c'est assurément de mettre une pression pour s'assurer que les négociations soient faites le mieux possible au niveau fédéral avec eux pour maintenir au plus bas ces taxes-là pour favoriser notre économie. C'est très grand, cet enjeu-là. Nous autres, en région, ça touche à quoi? Ça touche à quoi? Ça touche, en fait, à toutes les exportations qu'on pourrait faire, mais comme vous dites, ici, c'est surtout l'or dans les mines, mais quand on parle de mines, mais là, c'est le bois qui va être le plus touché par des tarifs comme ceux-là. Donc, le plus gros enjeu, ça va être pour l'industrie forestière de réussir à maintenir
leur compétitivité là-dedans. Tu sais. Ben, moi, il faut qu'on m'explique. Je ne sais pas si tu pourrais répondre à ça. En toute humilité, peut-être pas à tout. Oui, ben, c'est ça. Mais c'est parce que nous autres, mettons un exemple, c'est notre bois qu'on vend aux États-Unis. Ils nous imposent une taxe douanière. Écoute, c'est les Américains qui l'achètent à l'autre bout. Ils vont l'acheter avec notre taxe. Ben, en fait, c'est la taxe, si je me trompe pas, puis j'espère pas faire d'erreur, mais la taxe va être perçue par le gouvernement américain. Eux, c'est ça. Eux, c'est nous, c'est les fournisseurs qui vont payer cette taxe-là. Mais le client, de l'autre côté, techniquement, il va payer parce que nous autres. C'est pas à lui à payer, mais lui, il la paiera pas. C'est une taxe sur le. Nous autres, on va monter nos prix, on n'aura pas le choix. Ben là, c'est ça. Mais si tu montes tes prix, tu as moins de chances de vendre ton bois. Okay, donc, il s'en produit du bois aux États-Unis aussi. Là. OK. Ils n'achètent pas 100 leur bois ici. Là. Ils ont des moulins, ils ont des usines, il y a de la transformation là-bas. Donc, ça va faire que notre prix va monter, donc va rendre la compétitivité plus grande avec leur propre industrie qui est sur place là-bas. OK. Fait que je disais, le libre-échange, ça avait été une belle erreur dès le départ. C'est pas mal ça qu'on me dit. Ben, tu sais, tout évolue. Ouais, c'est ça, tout évolue. Ouais. Ben, parce que je lisais, j'essaie de retrouver l'information que j'étais allée trouver justement sur le net. Puis ça parlait à un moment donné que dans les années 30, il s'était produit quelque chose comme ça aussi, où les États-Unis, le président de l'époque, avait décidé de taxer aussi, d'avoir ces taxes douanières-là. Et ça n'avait pas été très, très bon, de très bon augure pour le pays en soi. Puis ça le dit encore ici, comme quoi que ça pourrait pas être très bon non plus, parce que comme le Mexique, la présidente au Mexique a décidé que, ah oui, vous nous taxer de 25 %, ben on va faire la même chose. On va vous taxer de 25 % aussi. Donc, selon justement les données, les statistiques qui étaient sorties, ça disait comme quoi que en faisant ça, ben, aux États-Unis, on perdrait 400 000 emplois le fait de taxer d'un côté comme de l'autre, justement, au niveau des prix, là, ça l'augmenterait. Ben, c'est parce que ça peut faire monter, c'est parce que ça peut faire monter le prix, dans le fond, de l'acquisition aussi là-bas. S'ils étaient capables d'avoir du bois pour moins cher parce qu'il y avait du bois qui coûtait moins cher au Canada, par exemple, mais ça peut nuire nécessairement à la fin à la construction si le coût de construction augmente de par la taxe qui est créée. Donc, c'est ça l'enjeu. Mais encore une fois, ça demeure... on peut faire des parallèles avec le passé, mais la demande en logement actuellement il y a une pression énorme autant aux États-Unis qu'ici. Donc, à quel point ils vont pouvoir se priver de notre bois, ça va être aussi ça qui va être à voir. Là. Puis, encore une fois, je veux vraiment me garder une retenue. Je ne suis pas un économiste, je suis juste quelqu'un qui s'intéresse au milieu des affaires en faisant partie. Mais qu'est-ce qui en ressort du sondage, justement? Parce que là, il y a des craintes des entreprises. Les entreprises, ils disaient quoi au juste? Ben, tu sais, ils disaient un peu ce que vous avez lu dans le document. C'est simplement de s'assurer d'avoir une taxe qui va être la plus basse possible, le mieux négociée possible pour leur permettre de continuer à pouvoir exporter puis faire leur vente de l'autre côté. Fait que c'est la crainte principale pour leur aider à maintenir aussi leurs emplois puis leur aider à être capable de continuer d'être très, très compétitif dans ce marché-là. Parce qu'au Canada aussi, l'autre enjeu, c'est qu'on a l'impression qu'on est un petit peu plus permissif sur ce qu'on accepte qui vient d'ailleurs aussi. Donc, tu sais, on ne protège pas notre économie aussi fortement que celle que les Américains semblent vouloir faire. Donc, ça va être aussi ça l'enjeu. Tu sais, si on n'est pas capable de négocier un meilleur deal de l'autre côté, il va falloir aussi qu'il y ait des actions qui soient faites pour protéger nos entreprises d'ici, pour s'assurer qu'elles demeurent en vie puis viables. Parce que c'est quand même 75 % des entreprises qui exportent, là. Assurément. C'est beaucoup. On ne peut pas garder nos affaires ici puis faire rouler notre économie ici. Tu sais, on l'a dit tantôt, on manque de logement. Donc, pourquoi qu'on ne garde pas notre bois puis on construit? On a une dépendance. Là, on fabrique plus que ce qu'on consomme. On a des ressources qu'on exploite plus que nos propres besoins au Canada. Donc, non, on ne peut pas se limiter à se vendre qu'à nous-mêmes ce qu'on fabrique puis
ce qu'on sort de nos ressources naturelles. Mais est-ce qu'il y aurait probablement moyen d'être un petit peu plus agile pour se supporter dans l'intérieur de notre propre pays? J'imagine que oui. Là. Je ne peux pas croire qu'on ne pourrait pas faire une économie qui serait plus collaborative. Comme un exemple, boycotter la Budweiser. Ben, l'achat local est toujours la meilleure chose pour avoir l'opportunité de générer des revenus ici, qui va avoir des retombées ici. Mais c'est vrai qu'en ce moment-ci, avec la grève de Post Canada, les retombées économiques vont être très locales. Ah, ça, c'est un autre dossier. Mais tu sais, tu peux plus acheter là, à l'extérieur. Tu es habitué d'acheter sur les grands. Je nommerai pas leur nom. Tu es habitué d'acheter chez les grands qui prennent de la Chine. Mais là, tu peux plus, là. Ben, il y a d'autres moyens de livrer. C'est sûr que là, avec la grève de Post Canada, il faut faire attention pour ne pas renforcer Amazon puis renforcer ces gens-là aussi, parce que là, les gens peuvent se tourner vers d'autres moyens de distribution. Ouais. Fait que donc, on espère aussi que ce conflit-là va se régler rapidement. On déborde, là, mais tu sais, c'est jamais bon l'incertitude de toute façon. Puis... Trump, ça fait partie de sa stratégie pour être élu. Donc, lui, il aime créer de l'incertitude pour jouer avec ça. Donc, de notre côté, je pense qu'il faut simplement se renforcer, se regarder, puis essayer de ramener ça à petite échelle. Là. On est en Abitibi, on a très peu de poids sur ces actions-là. En fait, pratiquement aucun. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ici? Mais on a déjà un super bel exemple qu'on a eu tantôt avec votre organisme, qui est un point de rassemblement. Donc, c'est un peu la même chose. Si on a des politiques internes qui favorisent l'achat local puis qui stimulent, dans le fond, une économie qui est plus nationale, provinciale et même régionale, ça peut être un moyen d'y pallier là, à cette taxe-là qui va probablement s'en venir de toute façon. Lui, il veut créer assurément un électrochoc pour donner du pouce à son économie. Puis si on était à leur place, probablement qu'on serait content de ce choix stratégique-là si on se le faisait pour nous-mêmes. Puis ça, c'est la question que je voulais poser au Sébastien de la semaine prochaine. Oui. Je vais le poser. On jase, là. On jase, oui. Ça serait quoi être un 51e État américain? Oh my God! C'est une grosse prise de position. Là, moi, je vais m'abstenir de commenter là-dessus. C'est très... Parce qu'il y a quand même eu des sondages de fait, puis on va dire, là, on est... Mais ça fait longtemps qu'ils en parlent de ça. On est à 20 qui seraient en faveur au Canada. Ah oui? 20 au Canada? Ben oui, c'est ça, là, on parle au Canada. 20 mais là, il n'y a pas eu de boycottage, il n'y a pas eu de campagne, il n'y a pas eu de... Tu sais, qu'est-ce que... Mais attends, que le Canada devienne un État ou que le Québec devienne un Canada. État? Que le Canada? Ouais, 20 seraient d'accord. 20 des gens seraient d'accord. Puis quelles sont les raisons? Ben, quelles sont les raisons de ne pas l'être? Alors, il y a un paquet de... il y a d'enjeux, là. Écoute, c'est ça, justement. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de débat, de questions là-dessus. Mais quand même, ça reste inquiétant. Ben, tu sais, moi, j'accepterais pour une chose, qu'on aille chercher les îles. Tu sais, les îles où ce que tu t'en vas en vacances. Là. Hey, on paierait moins cher. Ouais, ben, non, mais tu pourrais plus y aller. Il faudrait que tu payes tes soins de santé. Oui, il y a ça. C'est peut-être, je pense, c'est le gros, nous autres, au Québec, là, c'est le gros enjeu qu'on perdrait, c'est nos soins de santé. Parce que le reste, le dollar américain, ben, on aurait le dollar américain. Mais tu sais, si tu es sur une île déserte, à chaleur, il y a peut-être moins de danger d'être malade. Plus de stress, travailler 10 heures, 12 heures par jour, comme Carole. Là, c'est un peu comme Sébastien sur l'île. Je vais m'abstenir, mais c'est ça. Ça demande réflexion, quand même. Ça demande réflexion, effectivement, mais ça ne sera pas aujourd'hui. Non. Réfléchis pour la semaine prochaine. Oui, ben c'est ça. Oui, on va regarder, c'est vrai. Je vais monter, je pense, un petit document pour... Ben, pourquoi pas? Pourquoi les pas? Points pour, les points contre. Ben oui, parce que ici... Mais ça réglerait quand même le principe du taxage. Mais là, ce qu'il parlait aussi, c'est que si Trump décide d'imposer sa taxe de 25 %, que selon les économistes, il pourrait y avoir une récession d'ici la mi-2025.
Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, comment les contrarier? C'est sûr qu'eux, ils ont fait déjà tout ce qu'il y avait comme calcul pour anticiper ce qui pourrait en découdre. Mais c'est assurément majeur comme taxe, là, parce qu'on parle c'est notre client numéro 1. Donc, si notre client numéro 1, il va dans cette direction-là, ben c'est assuré qu'il va avoir des contre-coups, puis qu'il va falloir se réajuster, puis qu'il va falloir que nos gens chez nous y aient de meilleures stratégies. Mais du moins, pour l'instant, ce qu'il faut simplement espérer, c'est plutôt qu'il y ait le plus d'échanges possible entre les deux gouvernements pour s'assurer que cette mesure-là soit la plus faible possible. Là, on parle de 25 %. Ça serait énorme, la différence de juste se rendre à 12,5 %. Parce qu'au début, c'était pas 10 qu'il avait dit. Puis après ça, il est tombé à 25. C'était l'année passée. C'était dans son dernier mandat. Son premier mandat. mandat qu'il avait. Ah, puis c'est aussi des tu sais, je veux dire, on ne se le cachera pas, là, quand ces promesses électorales-là ont toujours une ambition, puis après ça, sont renégociées. Donc, on peut juste, pour l'instant, attendre, mais nous, c'est important de sortir et de le mentionner, puis de s'assurer qu'il y ait une pression suffisante sur les dirigeants pour qu'ils fassent le plus leur travail possible là, de manière la plus Parce que la question proactive. que je me pose, c'est, ils ont-tu assez de bois, ils ont-tu assez de métal, ils ont-tu assez de matières premières pour nous remplacer? C'est une autre question. Ça sera leur défi après ça, Ouais. tu sais, et puis tout se réajustera malheureusement après les dommages qui pourraient arriver suite à cette mesure-là. Mais du moins, pour l'instant, c'était de s'assurer que les gens qui peuvent, je me répète, mais que les gens qui peuvent agir sentent un peu que nous, on a un peu un sentiment d'urgence de leur dire agissez le plus rapidement possible. Puis c'était ça l'intention. Parce que selon les économistes actuellement, le faire, ça serait pas bon pour le Canada, mais ça serait pas bon pour les États-Unis non plus. Là. Donc, ça s'est fait dans les années 30. Puis là, on veut répéter quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mais ce qui s'est produit dans les années 30, ça a été à cause, je pense que c'est une des raisons qui ont voulu développer le Nord. C'est pour ça que là, ça s'en venait en Abitibi. Là. Ça sera un autre débat, un autre sujet. Un autre sujet historique. Ben oui. Hey, merci beaucoup, Sébastien. Très instructif. Alors, un autre affaire qui demande une réflexion, puis peut-être un débat là-dessus. Alors, nous, on s'en va à la pause, puis après la pause, on s'en va à toi, Cricri. Tu l'attendais pas, celle-là? Ouais. À tout de suite! Alors, rebonjour à vous tous. Alors, nos invités, comme vous voyez, ils ont quitté. On est seuls ensemble, seuls au monde, sur une île déserte, en quelque part, parce qu'on est rendu la 51e État des États-Unis. Oui, mais là, c'est ça. Puis... Toi, tu disais, là, on ne sera pas malade. Un peu, le choléra, il y a bien des maladies. Oui, mais tu sais, s'il y a une île déserte, il n'y a pas d'humains. Ouais, t'en choisis une. Il y a des maladies des îles désertes. Mais à vous, on serait bien quand même. Ah, là, moi, pas de neige. Ah, je serais. C'est ça. Les palmiers, tu manges les fruits des arbres. C'est spécial, hein? Les hommes de caverne, dans le temps, là, on vivait dans des places où il n'y avait pas de neige, puis on s'est ramassé dans la neige, puis on s'en va en vacances. On a de la neige. Oui, c'est ça. Puis, j'aimerais mieux pelleter du sel. Pas du sel, mais du sable. C'est vrai, hein? Oui, il y a un humoriste qui avait dit ça, à un moment donné, j'avais trouvé ça intelligent. On a commencé quasiment tout nu sur le bord des plages, puis là, on s'est ramassé, on a évolué, puis on s'en va en vacances tout nu sur le bord des plages. Ben oui, c'est ça. Il voulait connaître la misère. L'humain voulait connaître la misère. Hey, mon insolite, on parle d'insolite. Oui. Mon premier insolite, à moins de 3 semaines de Noël... c'est niaiseux, là. C'est pas tout à fait insolite, là, mais c'est quelque chose de spécial. Okay. Donald Trump a lancé une nouvelle gamme de parfums baptisée Fight, Fight, Fight. Hein? C'est-à-dire combat, combat, combat. Oui, pour vrai? Je te jure, le futur président a fait l'annonce dans son Trump social. Il voulait souligner que le nom de cette collection faisait référence à sa propre victoire et à celle de ses partisans. C'est également les mots qu'il disait quand il s'était fait tirer sur l'oreille. T'sais, combat, fight, fight, fight. Alors, c'est ça. Il est en train de partir une gamme de parfums avec cette histoire-là. Il devait être un boxeur dans sa vie, lui, avant. Là. En tout cas, pour aimer autant se battre. La collection Fight, Fight, Fight comprend donc une autre cologne pour hommes et un parfum pour femmes. Le prix d'un flacon
de 199 $ américains, soit un peu plus de 280 $ OK. canadiens. Puis il y a combien d'onces dans le Ah, flacon? ils disent pas, mais ça m'intéresse même pas. Je me demande, ça sent-tu le swing? Fight. Fight. Ça doit sentir le swing. En tout cas, là, je sais pas. Me semble. Mais là, lui, encore là, le gars, écoute, je m'en viens président des États. Y avait-tu besoin de ça? Je sors un parfum avant de commencer. C'est direct là en partant, ça nous dit, ça va être spécial comme mandat. Ça va être spécial. Je pense qu'il cherche l'attention. Et puis là, ici, c'est une nouvelle moins drôle. OK? Au Royaume-Uni, OK, une découverte d'ADN révèle à 2 familles l'échange accidentel de leur bébé. Et puis, c'est juste après leur naissance, c'était en 1967. Une découverte quand même lourde de conséquences, 55 ans plus tard. Il y a, à la naissance, ben là, c'est ça. Là, ils ne savaient pas. Il y a 2 bébés qui ont été inversés dans des berceaux. Oh! Donc, les parents sont partis avec le bébé, avec le bébé qui n'était pas le leur. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a comme eu, pour le fun, ils ont fait comme un test d'ADN, puis tout. Ah oui? Pour le fun. Pour le fun. Je ne sais pas, tu sais, une petite raison. Je ne sais pas si c'était parce qu'il y avait des problèmes de sang ou quelque chose de même. OK. Tu sais, c'était pour, un test, je pense, pour la maladie ou quelque chose de OK, même. Je sais pas, OK. Pour voir s'ils pouvaient donner du sang à l'autre. Ou quelque chose de même. Finalement, ils ne l'étaient pas pantoute, puis même encore, ils ont comme découvert que non, écoute, vous n'êtes même pas compatibles. Yo. Non, Vous n'avez pas le même ADN? Vous n'avez pas pantoute. Vous n'êtes même pas dans la même famille. Fait que l'autre, ils voyaient bien qu'ils ne se ressemblaient pas énormément. Ouais. Le frère et sa sœur. Alors, mais là, fait que là, à un moment donné, ils ont comme vérifié, puis tout ça. Puis là, ils ont découvert, quand elle est venue au monde, en 1967, qu'il y avait une autre jeune fille qui est venue au monde, puis ils ont réussi à trouver, à découvrir que cette fille-là aussi a fait des recherches d'ADN parce qu'elle, elle faisait déjà des recherches parce qu'elle disait que ses parents, c'était pas ses vrais parents. Ah, Je ne sais pas pourquoi. Wow! Parce que, écoute, dans l'autre famille, écoute, non seulement ça ne se ressemblait pas, tu sais, blonde aux yeux bleus, puis les autres pas pantoute, parce que, tu sais, il y avait même eu des frictions avec les parents, là. Incompatibilité de caractère, de personnalité et tout. Oui, bien, le monsieur, c'est pas ma fille, ça, là. Écoute, moi... ça devait faire des chicanes de ménage, ça? Dire, à sauter la clôture, la madame? Ma fille est blonde aux yeux bleus, mais les autres ont tous les cheveux noirs aux yeux bruns. Je sais pas, là, tu sais, c'était comme... même la ressemblance était différente aussi, là. Ouais. Fait que finalement, ils ont réussi à se contacter. Il y en a une qui s'appelle Jessica Leclerc. Ah, oui. Et, écoute, le frère, quand il a vu l'autre fille, là, ils ont bien compris que... Oh, my God. Écoute, ils ont bien compris que les 2 familles étaient complètement... Mais oui. C'est ça, ils ont découvert. Ils ont appris à faire connaissance avec la 2e famille. Puis tout ça. Wow. Puis, ça se passe en Angleterre. Mais à cette heure, ils mettent... je pense qu'il y a bien des places comme ça, là, justement, où il y a plusieurs naissances. Ils mettent un petit... à la naissance du bébé, ils mettent de quoi? Un bracelet, comme? Mais un identificateur électronique, quelque chose de même. OK. Il y a vraiment, là, parce qu'ils ne veulent plus se tromper. C'est parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Non, ça, je sais que c'est pas la première fois. Fait que non, c'est très intéressant. Oui. Avant de terminer, étant donné qu'on a un petit peu de temps puis que je n'avais pas donné cette nouvelle, bien, goûter à thé, tu sais, la poste est en grève. Ouais. On ne peut pas acheter sur le net. Il faut acheter local. Il faut trouver une façon d'acheter local. Bien, goûter à thé sort sa boutique en ligne. Ah oui. Donc, on peut acheter local. Tu sais, on se dit, oui, mais il faut l'acheter sur Internet. Puis là, on se le fait livrer. Mais non. Maintenant, ils ont des points, de livraison. Oh, c'est bien. Donc, de cette façon-ci, tous ceux qui veulent acheter des cadeaux de Noël puis qui ne savent pas quoi acheter, là, mais sur Goûter à thé, c'est du 7 au 13. Donc, on a dépassé un peu, mais vous avez encore jusqu'au 13 décembre pour acheter sur le site Internet de Goûter à thé des produits locaux. Il y a une trentaine, il y a 35 maraîchers, transformateurs et agro-transformateurs de l'Abitibi qui proposent des centaines de délicieux produits régionaux. Et donc, ça peut être des ingrédients pour cuisiner, des pâtés prêts à déguster, des desserts. Regarde ça, là. Écoute, il y a plein de choses, mais il y a même aussi des idées cadeaux à glisser dans le bon de Noël.
Donc, Oh. ça veut dire que c'est pas à manger. Alors, ça, Non, c'est ben, je sais qu'il y a intéressant. Des petites madames là, qui font des bols, des Mais oui, artisanats, mais oui. puis des choses. On peut tellement- encourager ça cette année, Ah, là, oui, tu sais. oui. Et puis, les clients peuvent se récupérer leur commande le vendredi 20 décembre, donc la semaine prochaine, entre 9h et 14h, dans les villes suivantes. Donc, on a Amos, Lassar, Val-d'Or, Rouyn-Noranda, Ville-Marie et Sainte-Terre. Sainte-Terre aussi, oui. Puis cette Ouais. année, il y a un point de cueillette à Barraud et à Lebel-sur-Quévillon. OK, c'est le fun. Alors, pour ces deux villes-là, ben, il faut sélectionner le marché Sainte-Terre avant de faire sa commande en ligne. Fait que de cette façon-ci, ben, vous allez aller pouvoir récupérer le tout avant Noël. Puis avant que... Tu sais, des fois, tu achètes tes cadeaux d'avance. Puis là, les autres dans la maison, ils cherchent... Ah, ça sent le cadeau. Je vais Ah. trouver le cadeau. Ah, Moi, je suis la ouais. fille qui trouve les cadeaux En avant sniffant, Noël. Comme un chien, tu Ah, trouves ça quasiment. là, en les sniffant. Oui, quasiment. J'ai le pif. J'ai le pif développé. OK, Écoute. ah ouais. Alors, si mon mari là, m'achète un cadeau sur goût à thé, ben, je pourrais pas le déballer d'avance. Ah, ouais, ça serait c'est une ça. surprise. Ben là, écoute, si c'était un pâté, là, je pense pas que ce serait bon qu'il réponde une semaine en dessous du sapin. Peut-être que les chiens vont le manger avant. C'est ça, ouais. Ouais. Hey, merci, Christian. Merci C'est un beaucoup. plaisir. Merci aux invités cette semaine. C'était Carole Boucher de la CDC Amos et Sébastien Richard de la Chambre de commerce de Val-d'Or d'avoir été des nôtres. Et merci à vous tous. Si vous avez des nouvelles, communiquez-moi votre nouvelle. Vous allez pouvoir passer à notre émission dès janvier, parce que oui, on revient en janvier 2025. On revient la semaine prochaine avant. Et oui, la semaine prochaine, spécial de C'est la Noël. dernière. OK. Spécial de Noël? Ben oui, spécial de Noël la semaine prochaine. Ciao tout le monde!